je vais inviter à monter sur scène le premier speaker de la matinée, donc Emmanuel Chiva, qui représente l'Agence française pour l'innovation de défense. Et il va nous présenter un talk intitulé donc, Challenge of Quantum Computing for Defense and Security. Donc merci beaucoup. Alors évidemment, j'avais préparé tout un discours en anglais portant la parole du ministère. Maintenant, on passe en français. Donc vous allez me voir dans un exercice de traduction simultanée et d'improvisation sur ces sujets-là. Donc merci de cette invitation. Je dois préciser que je m'en irai vers 9h30. J'ai des obligations juste derrière et j'en suis désolé. Alors moi, j'attendais quand même que cet événement soit annulé. Non pas parce que c'est pas intéressant, non pas parce que c'est pas important, mais parce que c'est toujours très difficile d'introduire un sujet dans une salle où les 3/4 des gens connaissent le sujet mieux que vous. Donc c'est toujours un problème, et surtout sur le domaine des technologies quantiques, qui est quand même pas le domaine le plus facile à appréhender. Donc je vous prie de me considérer comme une espèce d'objet quantique dans cette salle, c'est-à-dire que je connais certains sujets, en même temps je ne connais pas, je n'en connais pas d'autres, et si vous essayez de mesurer mon niveau, eh ben je vais disparaître. Voilà, on va faire ça, c'est une blague quantique. Voilà, donc je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter qui ne soient pas des choses que vous connaissez déjà. Et donc le plus simple, c'est toujours de se rapporter à des sujets qu'on connaît soi-même. Et donc, je vais essayer de vous expliquer quelle est la position du ministère des Armées et de l'Agence Innovation Défense dans le domaine des technologies quantiques, en commençant par ce qu'on sait déjà, et ce qu'on sait déjà, et je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais c'est véritablement un changement global de paradigme aujourd'hui et de contexte dans le domaine de la défense et de l'innovation de défense. Et à cet égard, la cybersécurité et le quantique en sont des exemples assez frappants. Ça repose sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est que le domaine régalien, ou qui était jusqu'à maintenant régalien, est aujourd'hui mis en difficulté, notamment parce qu'il y a des espaces auxquels nous n'avons plus accès, ou nous pourrions ne plus avoir accès. Je pense au cyberespace, je pense également à l'espace aussi. Quand on parle du New Space, je sais que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je trouve que l'exemple est intéressant. Le New Space, c'est pas de nouvelles technologies, c'est surtout de nouveaux acteurs qui viennent, qui sont en rupture par rapport aux acteurs établis et aux États, qui sont des acteurs privés. Et donc, c'est aujourd'hui quelque chose auquel on doit se préparer, qu'il y ait des espaces comme le cyberespace où on puisse nous interdire un droit qui était jusqu'à présent régalien. Vous vous souvenez, il y a 20 ans, communiquer sur le théâtre d'opération, c'était uniquement les militaires qui savaient le faire. Aujourd'hui, c'est la situation un peu différente. Le deuxième facteur d'innovation, et je pense que dans la salle, on en a l'illustration, c'est la fantastique accélération de l'innovation civile, et même plus que ça, la fantastique accélération de la démocratisation de l'accès à l'innovation. Là aussi, le domaine quantique, dans tous ses aspects, en est une très bonne illustration. Et notre problème au ministère des Armées, c'est qu'une fois que ces technologies civiles deviennent disponibles, eh ben, elles sont disponibles pour tout le monde, et en particulier pour nos adversaires. Donc notre ambition, et ce qui nous empêche de dormir, c'est de rater la révolution quantique en particulier, et que d'autres puissent l'utiliser ou s'en emparer avant nous. Vous savez, quand on est sur la droite de la courbe de Gartner, c'est toujours assez difficile de rattraper le coup. Et puis le dernier facteur, et c'est un facteur qu'on connaît bien, puisque à l'Agence de l'innovation, on nous a souvent dit vous êtes la DARPA à la française, ce qui est complètement faux, d'abord parce qu'on n'a pas le même budget, et ensuite parce qu'on n'a pas les mêmes missions. Mais c'est quand même la surprise stratégique et le fait de prévenir la surprise stratégique. On doit essayer d'aller plus loin, d'identifier des game changers. Il y en a plusieurs, j'y reviendrai. Et à cet égard, on peut dire que autant il y a des disruptions ou des ruptures technologiques qui n'en sont pas vraiment, autant le quantique est une véritable rupture. Quand je dis il n'y en a pas vraiment, je pense par exemple à l'intelligence artificielle. La vraie rupture, c'est que ça marche. C'est pas la technologie en elle-même. Le quantique, il y a un avant, il y a un après. Et donc, l'impact sur notre autonomie stratégique est un impact réel qui nécessite de se préparer, d'anticiper la menace quantique. Et ce, d'autant plus que les premiers pays qui se doteront de telles technologies au niveau régalien ne le diront pas forcément aux autres. Et donc là, l'ordinateur quantique, c'est quelque chose qui est assez prégnant pour nous. Donc, je cite souvent la ministre qui disait l'innovation, c'est pas une question de choix, c'est une question de survie. Et là, véritablement, dans ce domaine-là, je pense que c'est une bonne illustration.
Sachant que c'est pas la première révolution du quantique. On connaît les technologies quantiques depuis le début du XXe siècle. Je pense à des inventions telles que le transistor, telles que les lasers. Mais aujourd'hui, grâce à des nouvelles découvertes en physique fondamentale, le calcul quantique en particulier est une innovation qui commence à peser. Et année après année, ou je devrais peut-être dire mois après mois, on se rend compte qu'un tel équipement devrait être opérationnel ou en tout cas produit. Donc je sais, et j'ai des spécialistes devant moi, notamment 2 au premier rang là, qui me regardent attentivement, qu'il y a des débats sur le nombre de qubits, sur la technologie qui permettra d'avoir un véritable ordinateur quantique. C'est à base de silicium. Est-ce que c'est un ordinateur quantique topologique? Enfin bon, vous pourrez en discuter avec eux. Ils savent ça beaucoup mieux que moi. Mais la probabilité qu'un tel équipement existe et devienne disponible ne peut plus être ignorée, surtout de notre point de vue, lorsque nous avons des données qui doivent être maintenues et protégées pendant des décennies. J'ai vu que récemment, ça veut dire cette semaine, je pense que c'était dans Wired, il y avait 2 physiciens américains qui avaient fait un pari sur le fait qu'on aurait un ordinateur topologique dans les 10 ans à venir. Bon, je trouve que l'enjeu du pari, c'était une pizza et une bière, je crois. Je pense pas que ce soit extrêmement motivant, mais néanmoins, bon. Il y a eu cette annonce par Google il y a quelque temps annonçant avoir stabilisé 53 qubits pour en gros conduire en quelques minutes un calcul qui aurait pris à peu près 10 000 ans sur un ordinateur conventionnel et annonçant une suprématie quantique. Alors là aussi, je pense que Olivier pourra tout à fait abonder dans le sens que c'est une annonce qui est pas vraie et qui est pas fausse. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont réussi à faire des choses intéressantes, mais on n'est pas à la suprématie quantique. Il y a beaucoup de marketing dans cette annonce. Il y a aussi beaucoup de postures stratégiques. Et ça montre bien qu'on est dans une course à la fois économique et stratégique dans ce domaine-là. Et puis, Honeywell qui annonçait qu'ils allaient lancer dans 3 mois le plus puissant ordinateur quantique. Bon, alors ça, en soi, il suffit d'être plus puissant que les existants, mais qui serait justement plus puissant que ceux annoncés par Google ou IBM. Bon, tout ça pour dire quoi? On ne peut pas rester assis et attendre. On ne peut pas se permettre d'être surpris quand, et non pas si, un ordinateur quantique deviendra finalement disponible. Alors, quels sont les domaines qui nous intéressent ici au ministère des Armées? Il y en a 3. Le calcul quantique, les communications et la cryptographie quantique et les capteurs quantiques. Ce sont des sujets qui ne sont pas nouveaux, qui ont été identifiés par le ministère, par les laboratoires, par les industriels depuis quelques années. J'aimerais juste revenir sur le fait qu'on est déjà en train de financer le travail dans ces différents domaines. Par exemple, on travaille beaucoup avec l'ONERA sur des démonstrateurs de gravimètres quantiques à atomes froids, qui sont d'une importance, comme vous le savez, assez stratégique pour nous. Nous soutenons des projets duo, en particulier avec les petites et moyennes entreprises, et on finance un certain nombre de doctorats aujourd'hui sur les technologies quantiques. Je reviens là-dessus parce que ça ne se sait peut-être pas, mais aujourd'hui, on a à peu près 400 doctorats qui sont financés par le ministère des Armées. Ça veut dire 130 doctorats financés chaque année nouveaux. La nouveauté, c'est qu'on peut aujourd'hui orienter les domaines de recherche qui nous intéressent. Et dans ces domaines-là, évidemment, le quantique est prépondérant. Donc, on a déjà commencé à faire un certain nombre d'efforts. Et Florence Parly, quand elle s'est exprimée il y a quelques temps, je pense que c'était le 9 janvier, lors de la remise du rapport de Paula Forteza sur le quantique, a bien indiqué que ces efforts allaient non seulement continuer, mais surtout s'accentuer. Donc il y a eu une task force interministérielle qui a été mise en place sur le domaine quantique. Nous allons créer au sein du ministère des groupes de travail sur ce domaine-là. Donc évidemment, c'est du work in progress, si vous me permettez, mais vous voyez bien qu'on est dans une tendance qui va s'accélérer. La ministre a d'ailleurs demandé à l'Agence d'innovation de défense de pouvoir, d'ici la mi-2020, lancer un appel à projet spécifique sur les capteurs quantiques avec l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, ce qui sera évidemment fait. Évidemment, compte tenu je ne vais pas m'étendre sur les capteurs quantiques, d'autant que Marco connaît ça aussi beaucoup mieux que moi. Dans le domaine qui vous intéresse aujourd'hui dans cette matinée, la problématique prégnante, c'est les communications et la cryptographie quantique. Et là aussi, même si on a plutôt tendance dans les discours du ministère des Armées à privilégier les capteurs quantiques, on ne peut pas se permettre d'être surpris et de subir si un ordinateur quantique venait être
être développés. Donc, nous travaillons évidemment à des codes robustes au quantique, tout en essayant évidemment de maintenir le même niveau de sécurité de nos algorithmes, je vais y arriver, courants. Vous savez que les algorithmes classiques, je pense au DH, au algorithme RSA, sont des composants de sécurité fondamentaux pour assurer l'authenticité, la confidentialité des communications et du stockage des données, et que en 1994, si je ne m'abuse, c'est Peter Shor qui avait montré que les schémas de cryptographie asymétrique, par exemple le RSA, étant fondés sur l'affirmation qu'il était par un ordinateur classique très complexe, voire impossible de factoriser des grands entiers, finalement allait tomber si un ordinateur quantique venait à être inventé. Donc, notre problématique, c'est quoi? C'est que nous avons des données qui sont classifiées et qui doivent être maintenues classifiées pendant plusieurs dizaines d'années. Et vous pouvez vous douter aussi que toutes les agences, j'allais dire normales et professionnelles de renseignement, interceptent, enregistrent et stockent toutes les données chiffrées qu'elles peuvent pour les garder en stock le jour où un tel ordinateur ou de tels moyens de déchiffrement deviendraient disponibles. Ça, depuis la Deuxième Guerre mondiale, hein, c'est pas nouveau. Or, nous, on travaille avec des sources humaines de renseignement, on travaille sur la dissuasion nucléaire, on travaille à conserver des savoir-faire avec nos industriels. On ne peut pas se permettre donc du coup de ne pas anticiper cette menace. Donc nos domaines d'intérêt, c'est la cryptographie quantique, avec notamment l'échange de clés quantiques, et la cryptographie post-quantique qui doit assurer une robustesse contre la menace de certains ordinateurs quantiques. Donc il y a une feuille de route nationale qui est en train d'être construite. Je pense qu'il y a des premières annonces qui seront faites en avril. L'ambition de cette feuille de route, c'est d'adresser les 6 domaines qui sont listés dans le rapport Forteza, ainsi qu'un certain nombre de domaines transverses comme la formation, comme le fait de constituer des communautés, des hubs d'intérêt au niveau académique, la coopération entre les laboratoires et l'industrie. Et évidemment, le ministère des Armées va participer de manière active à ce travail, même si, en ce qui concerne la cryptographie, eh bien, on va se permettre de continuer à travailler sur des algorithmes résistants au quantique que l'on va garder confidentiels et secrets pour des raisons de sécurité et de souveraineté. L'une de nos plus grandes priorités, c'est vraiment de travailler sur les algos post-quantiques. On fait des choses avec la DGA, avec l'ANSSI sur ce sujet-là, et je peux déjà vous dire qu'en 2021, nous allons lancer un projet permettant d'évaluer l'impact ou en tout cas l'intégration de tels algorithmes sur des composants électroniques, puisque nous on est dans une logique évidemment d'intégration dans des systèmes complexes. Voilà en gros ce que je voulais vous raconter dans le temps qui m'était imparti. Vous avez vu que j'ai soigneusement évité d'aborder des sujets trop complexes. Je suis donc extrêmement conscient que c'était ni trop précis ni trop technique. Je suis certain que les interventions suivantes seront beaucoup plus développées. Je suis vraiment convaincu que le quantique est un domaine que nous ne pouvons pas nous permettre de rater. Quand Florence Paris a créé l'Agence de l'innovation de défense avec un budget d'1,3 milliard par an, c'est pour être capable d'anticiper, d'une part, et d'anticiper ce type de technologie potentiellement génératrice de rupture stratégique. C'est pour être capable aussi d'aller trouver dans l'innovation civile et dans l'innovation académique ce qui peut être transféré au monde de la défense. Et vous voyez qu'à cet égard, on est sur un parcours assez rapide. Le problème, c'est qu'on doit simultanément adresser d'autres problématiques. L'hypervélocité, les armes à énergie dirigée, l'énergie d'ailleurs, dans un monde bientôt qui sera décarboné, la démocratisation de l'intelligence artificielle. Et tout ça, ce sont des domaines sur lesquels il y a des impacts stratégiques. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas tout faire tout seul, qu'on va devoir travailler avec vous, qu'on va devoir travailler en mutualisant nos actions au niveau européen. On va devoir travailler avec l'industrie, qui a déjà des choses remarquables à montrer dans ce domaine-là. Et nous devrons faire des paris sur ce que nous garderons en interne, ce que nous ferons en coopération, ce que nous ferons en international.
et des paris sur l'avenir. Mais il y a un proverbe que j'aime bien, c'est les bateaux sont en sécurité au port, mais ils sont pas faits pour ça. Voilà, donc on est obligé de prendre des risques. Moi, je vous souhaite en tout cas une très bonne matinée consacrée à ce monde fascinant qu'est le quantique, et cette fois-ci avec des vrais experts et des vrais spécialistes. Merci beaucoup. Il y a des questions dans la salle? Thanks for the presentation. I'll ask the question in English. We do know that in deep tech, there are some sectors that are quite sensitive, because it's related to, national security. Yep. For example, I think cybersecurity is one of them. And right now, we do know that in the US, we have more and more scrutiny on investment in frontier tech related to national security. So I just wonder, what's the take on about France in this, topic? Is there some sectors, will be more scrutiny in terms of foreign investment? Usually, what's the processes that you would, kind of have more attention to this kind of investment? Okay. If you read the National Strategic Review, you will see that there are four circles. The first one is the things that we want to keep as a national priority and that we will do alone. Nuclear deterrence, for example, is something that we don't share. Then you have other circles, the things that we can do with by cooperating with dependencies between countries, things that we can do with international cooperations, and then the call to the market. In quantum and in deep tech, it's exactly the same. So regarding the applications, for example, quantum-proof algorithms for classified data is something that we'll do alone. Quantum computer, I think France will not develop its own quantum computer. We can do it at European level, as well as quantum key distribution, something that we can benefit from all the infrastructures and all the research labs that we have in Europe to be able to develop such capacities. So yes, we have a policy on that. It's very scrutinized. We have legal documents on this matter. And as well, in terms of investments, there are a lot of talks today about whether or not we need to invest in companies to be able to keep them in France or to create new champions and work with the industry that is already working on quantum subjects to be able to do so. Hope I answered your question. Yeah.